Donc on quitte le monde onusien pour revenir à quelque chose de beaucoup plus proche, puisqu'on part à Arun avec Liévin et Mahé. Oui, dans le royaume des communes unies de Bruxelles, ou même au sein des communes, la commune de Bruxelles a un petit village d'irréductibles occupants qui s'appelle Arun. Et à Arun se situe un combat très inégal entre une minorité d'habitants, une minorité de protecteurs de la nature, et des intérêts nationaux d'y construire une grande prison qui représente un grand contrat de béton. Et pour en parler avec nous, on a Tutu qui est là. Et bonjour. Bonjour. Oui. Je veux juste corriger, c'est pas national. Les intérêts derrière, ils sont multinationales et c'est des grosses entreprises qui vont construire le projet qui est prévu. Donc l'intérêt national, il est déjà discutable. Hein, Donc c'est pas mal justement de pouvoir parler dans ta gueule. de pouvoir parler de cette mobilisation locale qui a des significations internationales et tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour des Bruxellois, pour des Arunois et d'autres de se pencher là-dessus. Tu peux nous te présenter en fait. Tu es Bruxellois et tu habitais sur la ZAD. Oui. Je suis arrivé sur la ZAD Non, j'étais pas bruxellois, j'étais ardennais à la base, c'est pour ça que je suis passé par Bruxelles et j'ai dû retourner, à mon avis, dans les bois pour me sentir un peu mieux. Donc, ça avéré que c'était un lieu en lutte, mais... Et donc, j'ai habité un an Enfin, pas un an, parce qu'ils m'ont... Comme je viens de le dire, ils m'ont retiré mon anniversaire, puisque j'étais habitant de octobre 2014 jusqu'à l'expulsion de septembre dernier. Et donc j'étais là-bas en tant que zadiste, on va dire, ou en tant qu'activiste, mais assez débutant finalement. Donc une ZAD, c'est une zone à défendre, concept de mobilisation citoyenne sur les lieux. Les lieux d'une mobilisation préalable des habitants, tu es entré en contact avec eux alors ? Ouais, c'est-à-dire, justement, il y a un peu toutes les échelles. Donc ZAD, ça reprend une dénomination qui est internationale, enfin qui est du moins empruntée aux Français, et qui montre bien que, ok, c'est peut-être une lutte locale, mais les luttes contre les maxi-projets ou inutiles, comme certains les appellent, sont des choses qui sont de l'ordre international, parce que le lobbying et les grosses entreprises veulent faire des grosses choses, malgré qu'on nous scande partout qu'il faut avoir des mesures d'austérité, et qu'il faut faire gaffe à l'argent. On essaie quand même de force, et de gré ou de force d'ailleurs, de faire passer des gros projets bien inutiles et Arun en fait partie. Et donc oui, il y a en plus de ça, il faut savoir que, et surtout irréductible Arunois, c'est qu'ils ils ont été annexés par Bruxelles en partie, et ils l'avouent, même les politiciens l'avouent, pour y mettre tout ce qu'on n'avait plus besoin, enfin tout ce qu'on voulait pas voir dans le centre du tissu urbain. On dit souvent que c'est la poubelle de Bruxelles. C'est ça. Même, oui, c'est un non-dit. Et même les policiers qu'on envoyait là-bas, je sais plus, il y a une expression en flamand qui dit que c'est parce qu'ils avaient fait des conneries et qu'en gros, on va les mettre là-bas pour punition. Ils vont être tranquilles là-bas et ils dérangeront personne. Ouais, donc on peut citer l'OTAN, des grands terminus de la STIB, Infrabel, le plus grand décathlon d'Europe a été construit il y a peu là-bas. Et donc, surtout que le terrain en question, il était exproprié il y a peu, et il venait juste de récupérer ce seul espace vert, ce seul poumon qui pouvait encore... Donc au sein de la régie foncière de Bruxelles, et elle le cède. Elle le concède, elle le cède, enfin en location du moins, pendant 25 ans à Cafaso, qui est un consortium d'entreprises qui a répondu à l'appel d'offres et qui s'engage à construire une prison et la louer comme un hôtel à l'État, finalement. Eh ben donc on va pouvoir voir cette affaire de gros sous, et puis les irréductibles qui, comme toi, essayent de se mettre grain de sable dans cette machination. Mais ça part... grande cause globale, ça part de petits symptômes locaux comme la domination d'un territoire. C'est ce qu'on va entendre dans cette capsule qui a été prise en deux temps, récemment avec les témoignages de Stéphanie et Isabelle sur le terrain, qui sont les habitantes de Arun, mais aussi lors de mobilisations précédentes. Radio Panique s'y intéressait depuis longtemps. Mais tu peux nous décrire un peu ce territoire? Merci l'avion, mais je vais me rapprocher de toi. Non, mais je pense que c'est bien, on peut laisser quelques secondes pour l'avion, parce que ça montre un peu la vie quotidienne à Arun. J'attends qu'il passe. Mais en fait, la prison, elle va priver les habitants de 18 hectares de terrain vert, terrain de promenade, terrain de délassement, et aussi d'un sentier qui permet de rejoindre Arun à Dilbeek, la commune à côté, qui permet d'accéder facilement et sans voiture au commerce.
que va-t-il se passer si le Kelbeek se fait bétonner? Donc on a entendu dernièrement dans le Var ce qui s'est passé avec les intempéries et les inondations qui ont eu lieu. Donc effectivement, quand on bétonne, l'eau qui ne se fait plus absorber par la terre doit bien aller quelque part et les débits d'eau ne sont pas assez suffisants par rapport à ce que la nature peut nous donner. Et ici, le Kelbeek, c'est quand même 18 hectares de terre spongieuse. Une pression qui est moins visible que la pression de la prison. La construction de la prison, c'est la pression immobilière. Donc les projets sont innombrables et surtout vont dans tous les sens. Ils ne sont pas coordonnés ni structurés. Il n'y a pas de vision par rapport entre les maisons. Et du coup, les terrains verts où on peut respirer, qui sont dans le village même, vont aussi disparaître petit à petit, en plus de ces 18 hectares-là. Donc ça fait un espèce d'étouffement, surtout si on connaît la longue suite d'infrastructures qui entourent la ville, et qui font que, le village de Harren, et qui font que c'est vraiment un village complètement encastré entre les autoroutes. Nous avons une qualité d'air médiocre due aux avions qui passent. Nous sommes sous les vents ascendants, donc vers le sud-ouest, nous avons le magnifique incinérateur. Et donc quand tous ces vents nous apportent cet air vicié qui contiennent des particules de différentes dioxines, monoxydes, etc. On a quand même une petite augmentation au niveau des cancers de sein, etc. Donc, qu'est-ce qui pourrait favoriser l'accroîtement de ces maladies? Donc ça, il y a quand même des personnes qui ont des problèmes respiratoires sur Harren. Et donc, en fait, sur le Kelbeek, on en vient que c'est quand même un filtre naturel avec environ un peu plus de 300 arbres qui filtrent l'air, sans parler des buissons. Donc, c'est quand même un filtre naturel qui nous préserve un peu notre qualité médiocre de vie que nous avons sur Harren. C'est étouffer un peu les habitants un peu plus et surtout pas leur demander leur avis par rapport à quel est le lieu où ils voudraient vivre. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la vision à court terme qui est basée sur des intérêts privés, puisque cette prison, c'est un deuxième avion. Cette prison, c'est un partenariat public-privé et on sait très bien, vu les expériences en France avec les hôpitaux, les prisons aussi, que c'est tout bénéfice pour le privé et que le public s'en sort avec plutôt beaucoup plus de frais et des bâtiments dégradés. On sait aussi que cette prison, elle permet de libérer des terrains à haute valeur immobilière à Saint-Gilles et Forêt. Donc là aussi, c'est l'argent qui gagne. Parce que les rares terrains qui sont encore verts dans Harren sont mis en terrain à bâtir. Vu que l'argent prime sur la qualité de vie des humains, il faut quand même le dire. Les habitants, ils viennent ici et ce qu'ils souhaitent, c'est garder ce côté rural, donc épargner les dernières zones vertes. Il y a des endroits à Harren qu'on peut urbaniser sans avoir des conséquences sur les points verts, mais non, là c'est une politique que j'ai déjà remarqué dans un vieux reportage des années 60 que Bruxelles a toujours eu. On voit une place libre, on installe un bâtiment. On ne se pose pas des questions sur les infrastructures, sur l'environnement. Il y a une place vide, on installe. Et les gens le ressentent un peu comme une agression. Parce que les gens qui viennent habiter ici, vous en questionnez plusieurs, ils sont tous « Ah, c'est la campagne, pas loin de la ville ». Et donc, les gens veulent de l'air ici? De l'air. Ça, c'est le terme, c'est l'espace de vie. Et c'est ce que les gens souhaiteraient garder. Et moi, je suis pour une politique, par exemple, de garder ce côté village. Et même pour la ville, la politique serait de créer des quartiers villages, donner cette solidarité, ce contact, un côté social entre les gens. Donc voilà, on a entendu, donc ça parle aménagement du territoire, ça parle aussi des impacts au niveau environnementaux, au niveau de la santé. Toi, quand tu es arrivé donc sur la ZAD Harren, tu es venu pour quelle raison? Un peu par accident, parce que je venais de finir mes études et que comme c'était un lieu de construction et que je m'intéressais à des questions... Enfin, il faut savoir que ces lieux en friche ou ces zones vides...
porte ou stimule finalement les angoisses et les fantasmes qu'on peut y projeter. Autant quand on fait partie de l'État et qu'on s'imagine une super grande prison de 18 hectares, autant en tant qu'habitant qui récupère ce petit bout de terrain. Et donc c'est une zone éminemment intéressante parce que c'est un champ urbain ou un vide, et ce qui permet justement d'en faire un lieu de lutte et de caractériser des jeux de pouvoir qui se situent entre l'habitant ou celui qui veut l'activiste politique et des enjeux internationaux ou nationaux, si on pense qu'il y a une utilité nationale au projet. Mais donc voilà. Dès le début, c'est un enjeu de ce cadre-là. On entend par exemple des habitants, des habitantes qui se sont éduqués à la chose urbanistique parce qu'ils étaient en lutte simplement pour protéger l'endroit où ils promenaient leurs chiens. Oui, alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées de manière environnementale. Il y a aussi, on oublie d'en parler, mais la ceinture verte et qui parle de cette souveraineté alimentaire et qui montre, parce qu'il y a plusieurs exemples dans le monde, la nécessité finalement, s'il y a une crise ou si elle devait arriver, de comment on alimente ces villes. Sécurité alimentaire. Je crois que justement la ville de Détroit arrive à produire 40% de sa nourriture sur sa périphérie. Et c'est qu'un début. Donc il y a toute une zone qui entoure Bruxelles, dont Arun, dont le Kelbeek fait partie, qui pose ces questions-là au-delà même de la petite échelle de Arun qui se fait encercler elle aussi par des projets inutiles. Mais oui, ouais, c'est de voir ce lien aussi. Hein. Donc comment tu penses qu'on peut arriver à unir une lutte qui est ta lutte environnementale, ta lutte peut-être pour l'autodétermination, avec celle d'habitants qui sont là. En tout cas, ça a l'air de s'être assez bien passé. Est-ce qu'à d'autres moments, ça serait antinomique? Ou alors, est-ce que les petits ont de toute façon des raisons de s'allier contre ce que le gouvernant et son ami l'investisseur veulent? Mais ce qui est intéressant justement, c'est que c'est pas un seul type de personne qui est venu pour cette lutte, et que les diverses questions, autant les Aronois que ceux qui s'intéressent à Ceinture Verte, que les agriculteurs, que les gens qui questionnent finalement la politique carcérale qu'il faut questionner à l'heure actuelle, et pas juste se débarrasser au privé. Enfin, tous ces acteurs-là discutent entre eux. Et finalement, le Arun, c'était ce lieu-là, ce lieu de débat, où des habitants prenaient conscience finalement de choses, même s'ils étaient là pour tout autre, prenaient conscience des questions carcérales, et à quel point finalement, là où on a tendance à dire oui, mais non, mais ils sont punis, c'est normal, la prison, il ne faut pas la questionner et tout. Non, en fait, si on s'interesse à cette question-là particulière, mais qui n'est pas environnementale, on se rend compte vite des aberrations et vite des abus qu'il y a en ce moment, et d'occulter finalement une question qui est éminemment importante actuellement. C'est un lieu qui a permis un peu la convergence des luttes. Oui. Avec... Oui, exactement. Ben justement, on a un son qui nous explique par la voix d'une habitante comment s'est organisée la mobilisation, et puis un petit flashback à l'intérieur de ce son sur cette mobilisation, effectivement, qui a drainé beaucoup de monde à Arun. Comment est-ce que vous avez amené une plus grande attention sur le projet de destruction du terrain? Donc on a commencé à faire du bruit, à circuler, à faire voyager à travers les liens sociaux, etc., l'information. On a eu des aides comme Interenvironnement Bruxelles, qui nous ont donné des outils en main pour pouvoir encore plus nous exprimer. Et puis, on a fait aussi un colloque sur la liberté, sur les libertés, qui a très bien fonctionné aussi. Et donc, petit à petit, on a eu de plus en plus de personnes qui sont venues. Et puis, un jour, un 17 avril, on a eu un mouvement qui est arrivé pour venir planter des patates, donc des patatistes. Et puis, il y a une tente qui s'est plantée pour garder, pour surveiller le chemin. Et donc le terrain, le champ de patates. Et puis petit à petit, il y a une cabane qui s'est construite, etc., etc. Et puis c'est devenu ce qu'on appelle maintenant une ZAD, une zone à défendre. Donc on parle d'avril 2014 2014, oui. Donc il y a un peu plus d'un an. En fait, on était près de 400 personnes. C'était magique parce qu'on ne s'y attendait pas du tout à ce que des gens venaient ainsi, parce qu'on ne se sentait pas du tout écoutés. Et
là, j'ai eu vraiment le sentiment que finalement, oui, on était dans le bon, quoi. On n'était pas... Il y avait des gens qui réfléchissaient sur le devenir de notre société. Sur un bout de terrain, il y a plein de questions, il y a plein de débats qui se sont ouverts. Et aujourd'hui, tous ces jeunes militants qui viennent pour une autre agriculture, etc., et planter des patates, c'est un bon symbole pour vous, pour ce village? C'est un symbole pour le village et c'est aussi un symbole pour l'ensemble de l'humanité, quoi. On va planter des patates alors? Oui. Allez, on y va. On va danser à un run. Tous les 30, tous les 40 cm. Deux personnes ici, tous les 40 cm. On est là, on est là, on est là. Ok, prenez... Il y aurait plein de succès, donc... Voilà, super. Vous prenez simplement votre main et vous faites ce que je fais. Simplement, vous creusez un petit trou et moi, une deuxième personne prend les patates et les met dedans. Je mets les mains dans la terre, c'est trop gai, ça fait trop du bien, c'est une belle terre. C'est un peu comme de l'argile et c'est gai, quoi. C'est des patates mangeuses de béton? Ouais, putain, j'espère qu'elles vont bien le bouffer, le béton, quoi. Et puis c'est gai, elles sont toutes jolies, toutes bien disséminées. Il y en a plein de sortes différentes, des pour faire des frites, des pour faire des je sais pas quoi. Et c'est gai, il y a plein de monde. Et j'ai hâte de revenir les déguster en octobre et de voir la révolution d'ici là. Tu sais, on est sur le terrain de qui ici? Oui, on est sur le terrain de peut-être une future prison. Et qu'on n'a pas envie que la prison elle vienne, on préfère mettre des patates. Parce qu'en plus, ce serait la plus grande prison de Belgique et ça, c'est pas cool, de 1. Et ça va prendre plein de terre aux cultivateurs et ça, c'est pas cool non plus, de 2. Et puis en plus, une plus grande prison, il n'y a pas besoin parce qu'on criminalise plein de gens qui ne devraient pas être en prison. 2, 3, pas cool, plantons des patates. C'est un bon résumé de position. Voilà, des patates, pas du béton. C'était le 17 avril 2014, journée mondiale des luttes paysannes. 400 personnes, si je me souviens bien, ont débarqué sur la ZAD. Il y a eu un grand mouvement lancé notamment par le relais associatif. RESAP. C'était le RESAP, exactement. C'est ça, le RESAP. Les patatistes. C'est quoi le RESAP, pardon? C'est une sorte de plateforme qui réunit, je dirais, une septantaine d'associations qui sont liées de près ou de loin à l'agriculture. Réseau de soutien à l'agriculture paysanne. D'accord, merci. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le contre la prison est devenu le pour. Enfin, je trouve que c'est intéressant dans le cadre de la lutte. Donc, toi, comment tu l'as vécu? Parce on peut être contre quelque chose et en même temps, voilà, on a essayé de transformer le message en disant, voilà, on est contre la prison, mais on va quand même passer un message positif. Comme tu disais, on parlait de la sécurité alimentaire tout à l'heure. Toi, comment tu as vécu du coup, cette arrivée de gens qui se sont quand même aussi impliqués dans la lutte. Bon, après, il y a eu des hauts et des bas, on en reparlera après. Mais tu étais là cette journée-là, comment tu as vécu tout ce mouvement? J'étais pas là cette journée-là, donc on a refait la même journée l'année qui a suivi dans un festival où le premier jour, c'était justement lié plus à fêter ces 1 an et à la journée mondiale des luttes paysannes. Le lendemain, on avait fait un concert et le surlendemain, on avait fait plus quelque chose de familial. Mais donc, le premier acte qui était posé, c'est bien cette plantation de pommes de terre. Et c'est quand ils sont revenus qu'ils ont décidé de s'installer. Donc, j'étais pas là malheureusement pour la première plantation. Je suis arrivé 5 mois après. Mais c'est vrai que c'est toujours bien, il y en a qui le faisaient, que c'est bien d'être contre quelque chose, mais c'est bien aussi d'amener des alternatives et de leur donner corps surtout. C'est parce que la politique agit souvent par discours ou par juste constat. Mais ce qui était assez... avec tous les échecs que ça peut avoir et toutes les réussites, ce qui est bien à un moment, c'est de se donner les moyens de matérialiser ces alternatives et d'en voir les possibilités ou déjà de créer une sorte d'ersatz de ce que ça pourrait être si on leur laissait ce terrain et si on leur laissait faire cette ferme qui leur serait chère. Et de quelle alternative, en fait, on parle ici, à part les patates? Oui, à part les patates, il s'est rajouté toute la question agriculture et la question élevage, puisqu'il y en a qui ont essayé de venir ici pour en tant que débutant, pour voir, tiens, j'ai peut-être envie de devenir éleveur. Et donc, tu as eu 2 personnes qui sont occupées de chèvres et de poules, et donc tout ce monde de l'agriculture et de la ferme.
Et donc oui, l'alternative, en tout cas portée par les habitants, qui n'était pas forcément la même parce qu'on avait plus de mal à se mettre d'accord sur le camp, c'était cette ferme éducative, on va dire. Est-ce que, avec je mets des guillemets, hein, ce seul public, on arrive à construire ça? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un sommet de mobilisation et puis que tout s'est détricoté? Comment est-ce que tu l'as vécu de l'intérieur, en fait? C'est ce que nous, on a voulu aller voir aussi sur le terrain. Comment est-ce qu'on continue à résister, en fait? Il y a eu 2 fois, en fait, les projecteurs qui ont remis l'accent et qui ont finalement créé un petit peu d'émulsion dans le mouvement. Il y a bien sûr, c'est 1 an et ce festival, où là, il y avait 300 ou 400 personnes par jour. Et donc après ça, il y avait un gros intérêt de la part autant des médias qu'individuels à venir visiter la ZAD. Le deuxième, c'était la commission de concertation. Pendant des actions en plus de vandalisme, où tous les médias, alors que nous, on n'avait pas forcément provoqué ce regard-là, tous les médias se sont intéressés à Arennes et ce qui s'y passait, et demandaient qu'on se positionne par rapport à ces actes de vandalisme. Et donc, autour de ces événements, finalement, qui sont des événements qu'on pourrait ne pas penser utiles pour la lutte, se crée il y a des gens qui se bougent, finalement. Donc ça, c'est un enseignement, c'est que quand on a un lieu comme celui-là et qu'on veut porter très haut le message, c'est que c'est bien de faire des débats et c'est bien de faire des petites activités qu'on essaie de le faire, comme le cinéma sous la tente berbère ou la bibliothèque, mais c'est aussi bien de créer des gros événements pour essayer d'interpeller à plus grande échelle. Donc vous n'y voyez pas de vide de sens ou d'effet d'annonce. On peut aussi bien combiner une revendication légitime des habitants pour ce qui se passe au fond de leur jardin que la revendication environnementale classique, l'alimentaire, donc la sécurité alimentaire, etc. Tout peut se coudre et suffit à faire le poids. Qui avez-vous en face quand on est... C'est bien parce que c'est cousu et que c'est pas un seul type de personne, qu'on ne peut pas être balayé et finalement caractérisé en tant que éco-terroriste ou anarchiste ou je sais pas quoi. Et donc le fait qu'il y ait plusieurs acteurs avec des envies différentes mais qui soient tous pour une raison ou pour une autre contre le projet, mais c'est-à-dire qu'au-delà des activistes et des associations, il y a quand même les magistrats qui sont positionnés contre, la ville de Bruxelles. Enfin, c'est toute une somme d'acteurs qui en fait ne permet pas ce qu'ils font d'habitude, c'est d'évacuer le problème en disant mais non, de toute façon c'est des foutus hippies, ou de toute façon c'est des terroristes, ou de toute façon c'est des anarchistes, ou de toute façon c'est... Et donc il y avait un moment où avoir ce multiple visage ne permettait pas aux gens de se débarrasser si facilement de la question une fois qu'ils l'avaient en face. Non, c'est super intéressant. On s'écoute. Oui, c'est vrai. On s'écoute un autre son qui malheureusement va parler de l'expulsion, donc qui est intervenu en début septembre, c'est ça? Et donc au moment où au tribunal se décide, tu peux peut-être nous l'expliquer en fait, le jour des... Ça nous pendait sous le nez, donc elle était illégale, hein, donc mais ça c'est un détail pour eux, et donc ils ont fait lever un état d'urgence, du moins pour l'expulsion, sous de faux prétextes qui ont été balayés après par le juge, ce qui est déjà très étonnant. Mais, et donc on nous a donné raison et l'expulsion était donc illégale. C'était quoi leur prétexte L'état d'urgence, c'est qu'ils ne connaissaient pas l'identité des personnes sur le lieu, là où alors qu'on était une association de faits et que plein d'acteurs s'étaient déjà présentés face à la caméra. Je crois que c'est pour ça, je ne veux pas trop m'avancer. Mais dans tous les cas, elle s'est avérée illégale. Ils le savaient. Ils ont aussi... question environnement, casser des arbres alors qu'ils n'ont pas le droit parce qu'il y avait Ok, ils ont eu le permis environnement, ils n'ont toujours pas le permis urbanisme, surtout que le chemin il n'est pas prêt d'être dévié. Mais pas la délivrance administrative pour entamer les travaux. Ils se sont permis clairement d'être dans l'illégalité parce qu'ils ont en plus de l'expulsion qui est légale détruit une quantité d'arbres alors que je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait une sous-clause dans l'acceptation du contrat environnement qui leur disait qu'ils ne pouvaient pas toucher aux arbres à haute tige avant le 1er novembre, c'est pour des questions de nidification et c'est pour des questions justement environnementales. Clairement,
il devait faire absolument ses essais de sol pour gagner 6 mois, parce que s'il les faisait à la sortie de l'hiver, puisqu'ils ne peuvent pas les faire pendant l'hiver, ça postposait les travaux préparatoires à, on va dire, je dirais février, mars, avril. Enfin là, je fais des suppositions. Et donc, ils ont fait ça de force, parce qu'ils étaient obligés de faire ces travaux-là préparatoires, pour ne pas perdre tout ce temps. Et cette expulsion aussi se passe exactement au moment où la plupart des défenseurs du terrain sont au tribunal. Oui, alors oui, en plus, il y avait eu un recours fait contre cet ordre d'expulsion. Ah non, c'était pour autre chose. Je crois que c'était pour une autre question liée au permis. Mais oui, dans tous les cas, beaucoup de gens étaient au tribunal ce jour-là et ils en ont profité pour venir expulser. Ouais. Ben on va entendre comment, avec leurs yeux et dans leurs souvenirs, ça s'est passé pour Stéphanie et Isabelle. Stéphanie Guillemin, je suis riveraine de Aachen depuis 1992 et je suis sympathisante. Donc en fait, il y a eu l'expulsion et puis 2 jours après, il y a des ouvriers qui sont arrivés pour mettre ces grillages. Et il y avait les potagers ici. Il y avait blindé de potagers avec blindé de légumes, donc c'était vraiment une corne d'abondance. Et nous, on était là et on disait, oui, mais les légumes, là, est-ce qu'on peut les prendre, quoi? Et en fait, ils ont pris leur bulldozer et ils ont roulé sur tous les potagers en disant, voilà, maintenant, basta. Et je trouvais que c'est vraiment petit de leur part d'avoir ainsi détruit de la nourriture. Oui, donc voilà, je m'appelle Isabelle Guimbutas, j'habite à Aachen depuis 2007. C'est un terrain où je viens tous les jours promener mon chien et quelque part on m'a pris un bout de mon terrain, mais on m'a aussi pris un bout de moi en fait. Donc il y a une partie de moi qui a été grillagée, qui a été amputée. Et je pense que c'est le sentiment qu'ont beaucoup de riverains. On avait le Kelbeek, on n'a plus rien, donc on a un petit sentier grillagé. Moi, je suis désolée, mais c'est presque Guantanamo. Ça me fait penser à Guantanamo. Le jour de l'expulsion, dès que j'ai pu, je suis venue sur le terrain parce que j'ai eu besoin de constater par mes yeux et de ressentir les émotions qui sont liées à cette expulsion, en fait, abusive et tout à fait barbare, comme si c'était les plus grands criminels au monde. Ça, il faut le dire. Ça ne doit pas passer comme quelque chose de banal. J'ai besoin de revenir sur le site pour me rendre compte que ça n'existe plus. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à accepter. J'ai un avant, un après. On ne comprend pas, surtout qu'ils ont fait ça en toute illégalité. Et personne ne s'excuse de rien. Personne ne vient vers nous pour recueillir notre sentiment. Donc je remercie Radio Panique. Voilà, je trouve que c'est important aussi d'écouter les riverains. Ça pour moi c'est le plus choquant, encore plus que les autres critères qui pourraient contester cette prison, c'est le fait qu'on bétonne des terres fertiles alors que le problème d'autonomie alimentaire des villes elle va se poser de manière de plus en plus cruciale et je suis vraiment étonnée et un peu désespérée de voir que les politiques ont une vision aussi court terme et basée sur les intérêts publics et pas sur les intérêts communs qui sont aussi basiques que manger bien, manger local. Et, finalement, on le savait que ça allait arriver, mais on continue, on est toujours là. Donc le terrain est peut-être grillagé, le chemin est toujours ouvert, mais nous sommes toujours là, juste à côté. Donc le camp s'est reconstruit et il y a des gens qui sont encore là, il y a des gens qui sont arrivés. Et ça a donné encore plus d'envie, d'encore plus nous faire entendre et faire encore plus de choses. Maintenant, ici au niveau des terrains, comme je disais, c'est un terrain qui est très riche, où on peut très facilement cultiver. Nous avons fait une expertise du sol. Au niveau alimentaire, il n'y a aucun problème. Nous pouvons aussi faire un élevage. Et en plus de ça, en faisant tout ça, ça pourra dynamiser la biodiversité ici sur ce terrain. Mais donc voilà, donc, pour nous, le combat continue. Parce que bon, les chèvres, elles continuent d'être là. Il y a le bouc reproducteur. Voilà, donc bientôt on aura une ferme qui va remplacer, je l'espère, ce projet prison parce qu'on y croit très fort. Et prendre tous les terrains de la ceinture de Bruxelles. Et voilà. Prendre tous les terrains avec une ferme pédagogique, non, ce n'est pas une utopie. Je pense qu'il faut y croire et que de toute façon, la nature pourrait être une réponse à tout ce désastre carcéral.
Pardon. Toi, du coup, voilà, t'as habité près d'un an sur la ZAD. On a entendu donc Stéphanie qui disait, la lutte, elle est pas finie. Donc là, même s'il y a eu expulsion, donc il y a une partie des gens qui continuent à habiter, donc de l'autre côté du pont, sur un terrain attenant, on va dire, qui est d'ailleurs, la ZAD est gardée maintenant par des charmants gardes. Oui, c'était amusant parce que les gardiens ont construit une cabane, donc on comprenait pas bien. Ils font même du feu, ils revivent exactement ce qu'on a dû vivre l'année passée. Ouais. Mais à savoir qu'ils sont 4 pour défendre 18 hectares, que moi j'ai été expulsé légalement et qu'il m'arrive souvent d'aller redormir dans mon arbre parce qu'ils ont cru avoir cassé ma cabane, ils l'ont cassé à moitié. Mais et d'ailleurs j'aimerais quand même ajouter personnellement, non pas pour faire ouin, mais pendant l'expulsion ils ne sont pas gênés pour venir avec une pelleteuse essayer de taper dans l'arbre dans lequel on se trouvait et clairement mettre notre vie en danger, hein. Là je grossis pas le truc et donc ils en sont là, quoi. C'est dire qu'ils sont même pas aux limites de la légalité, ils sont à la limite de la décence humaine ou de... Après, c'est pas eux qui l'ont commandé exactement, mais ça montre à quel point ils sont prêts à agir et prêts à faire valoir leurs soi-disant droits. Et pour l'anecdote, les 4 gardes là qui sont donc maintenant que la ZAD est grégée et qui gardent l'endroit, ils sont pas payés par la régie des bâtiments, mais ils sont payés par la future société. Cafasso. Ouais. Parfait. Donc tout est déjà bien mis en place. Oui, mais Cafasso refacture à l'État après, de toute façon, qui est la régie des bâtiments représente le pouvoir d'État. Oui, quand on parle des bulldozers, etc., on laisse bien faire les entreprises privées, le sale travail, enfin bref, il y a vraiment une façon des glissements de responsabilité qui sont très très tristes. Mais sur la continuité, c'est vrai qu'on pourrait penser expulsion fin, mais en fait pas du tout. Donc là, il y a une sorte de petite pause puisque la ville de Bruxelles s'est positionnée contre un détournement de chemin vicinal qui est obligatoire pour qu'ils obtiennent le permis d'urbanisme. Il y a l'hiver qui arrive qui va aussi temporiser, à mon avis, les énergies. Mais les expulsions, du moins, si on regarde les autres exemples d'occupation en France ou en Allemagne, les expulsions ramènent d'une réoccupation qui est encore plus forte et qui est encore plus dans l'attention de on est là et on le sait qu'on est là illégalement. Et là, il n'est plus question finalement d'être dans l'alternative, mais on est dans le combat actif, physique, contre ceux qui veulent l'expulser. Et d'ailleurs, depuis l'expulsion, il y a des Français qui sont arrivés sur la ZAD parce qu'ils ont entendu parler de l'expulsion, donc ce que tu dis se vérifie. Et j'en profite pour dire que voilà, ils demandent de l'aide aux gens pour des chantiers collectifs. Il y a aussi un appel qui a été lancé pour des frais juridiques, pour payer les frais juridiques parce que ça coûte aussi de l'argent. Donc voilà, c'était l'occasion de passer l'appel. Oui, et je pense qu'il référait à la SBL Respire, donc ça doit être respire@sbl.be, je pense, le site. Oui. Oui, n'existe plus. Nous, on a bien vu le contraire. On a vu que de l'autre côté du chemin de fer, sur un terrain privé cette fois-ci, appartenant à un particulier, une reconstruction assez vivace de la ZAD. On pensait déprimer en allant voir, et non. Et je pense que c'est ce que nous disent nos témoins aussi. C'est que ça bouge plutôt bien. Tu voulais garder une question ? Non, on était perturbés par l'arrivée des prochains pour l'émission d'après, mais tout va bien, il nous reste encore 9 minutes. Ah ok, si tout va bien, on vous propose d'écouter encore Stéphanie qui nous parle d'un de ses apprentissages justement sur une mobilisation transversale qui a bien marché, mais que la mobilisation locale parfois a du mal. Comment faire se sentir concernés les publics du coin. Et ce que j'ai trouvé quand même incroyable, c'est qu'il y a des gens qui venaient d'horizons mais loin, comme le Québec, France, etc. Et eux, ils sont là pour nous soutenir, pour dire voilà, il y a une cause ici, une juste cause qui s'occupait à se défendre, il y a un combat à mener pacifiquement. Et eux, ils sont là. Tandis que les personnes qui sont beaucoup plus proches de nous, du terrain, ils ne sont pas là. Donc là, déjà, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a loupé pour pas arriver à sensibiliser ces personnes-là? Mais ce que je trouve très important, c'est que finalement, il y a des gens qui sont venus nous soutenir. Ce que j'ai l'impression qu'on a un peu loupé, c'est peut-être au niveau de la communication. On n'a pas réussi à sensibiliser les gens qui sont directement proches d'ici. Quand même eu pas mal de résultats. Pour l'instant, le détournement du chemin, la ville l'a bloqué, a émis un avis totalement défavorable à l'unanimité. Et donc, il y a quand même des résultats, mais malgré ça, les gens, non. Et j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas conscience directement que ça leur concerne,
comme ça ne les touche pas directement, pour eux, ce qui se passe ici, c'est une info de plus par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et ces mêmes personnes vont être sensibles à une pétition sur Facebook pour la destruction de la forêt amazonienne, qui vont trouver ça dégueulasse, qui vont trouver dégueulasse qu'on tue des peuples au nom de Coca-Cola, par exemple. Et eux, ils vont signer là. Hop, derrière leur écran, ils vont signer. Mais ça leur engage pas plus que ça, en fait. Consciemment, ils se disent, voilà, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Mais là où ils peuvent vraiment agir et être efficaces et se sentir utiles, ils sont pas là. Voilà, je trouve que c'est un témoignage interpellant et pertinent. C'est toute l'articulation aussi du local et du global. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses par rapport à ce que vient de dire Stéphanie. Le TTIP montre bien à quel point les enjeux globaux sont finalement ont des répercussions à petite échelle et indirectement des petites questions locales peuvent complètement résonner avec des questions beaucoup plus globales. Moi, je la fais pas la distinction parce que justement sur cette lutte-là, il y avait vraiment toutes les échelles qui s'y retrouvaient. Antoinette. Je voudrais juste dire que j'étais à Arun le 17 avril 2014, que pour la première fois de ma vie, j'ai planté des patates. Je trouvais ça incroyable. Du coup, cette année, j'en ai replanté dans mon tout petit jardinet. J'ai récolté 2,6 kg, j'en suis extrêmement fière. Et je n'oublierai jamais cette expérience. Je suis retournée à Arun en avril 2015. Je n'y suis pas tous les week-ends parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent partout. Mais donc, ceux qui croient qu'on les a oubliés, mais en fait, on suit pas toujours de très près, mais on est solidaire, on reste attentif, et donc on peut pas être tout le temps actif partout. Mais voilà, il y a quand même plein de gens qui connaissent cette lutte, qui s'y intéressent. Au début, on n'aurait pas parié un copec sur cette affaire. On est ébahis de voir déjà l'ampleur que ça a pris. Et bravo, et on y retournera. Et voilà, c'est génial. Et Benjamin, une réaction sur ceux qui signent des pétitions pour ceux qui détruisent les arbres très loin et ceux qui sont plus près. Ils s'en foutent. Qui s'en foutent, oui. Mais l'exemple était très... parlait de lui-même, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Effectivement. Engageons-nous au plus près, et puis voilà. Oui, c'est ça, on peut tirer on peut se capaciter, on peut apprendre à résister en partant du champ derrière chez soi. Comment... Pour boucler la boucle, justement, pour reparler de cette super ONU, dont tout à l'heure je voulais dire justement qu'à partir du moment où un organe critique n'a pas les pouvoirs de mettre en place ce qu'elle dénonce, il y a une sorte un peu comme ceux qui signent la pétition en forêt amazonienne, une sorte d'acheter sa bonne conscience ou du moins d'endormir toute énergie un peu vindicative parce que voilà, il y a Mamie ONU qui a réfléchi à toutes ces questions et alors qu'en plus, mais même sans parler de la récupération ou le lobbying qu'il y a derrière. De fait, à partir du moment où un organe ne peut juste qu'émettre qu'un avis et ne pas prendre des positions par rapport à cet avis ou forcer les choses d'une certaine manière, c'est nul et non avenu et c'est récupéré et ça ne fait qu'une seule chose, c'est endormir les consciences, quoi. Donc se lever, quoi. Comme ça qu'on va conclure, non? Ou vous avez encore quelque chose? Ouais, Maë. Le slogan « Sommet de la Terre d'un an 2, penser globalement pour agir localement ». Moi, je suis en train de lire les cahiers de propositions pour le 21e siècle qui proposent de penser localement pour agir globalement. C'est-à-dire qu'à partir de son territoire en se compris un lieu où vit une communauté humaine, c'est là qu'on peut penser le monde et sa complexité, à travers notamment ce qu'on vit, les relations aux autres, les interactions, et devenir ainsi acteur de la mondialisation. J'en suis qu'au début de la réflexion, mais c'est parlant. En matière d'action globale, moi je vous propose simplement de se retrouver demain, également avec Radio Panique, ce jeudi 11h, 12h, et puis avec l'ensemble des initiatives médias pour lutter contre le TTIP. Et moi, là où elle me touche sur mon territoire, c'est les droits sociaux, ceux de mes enfants, ceux de nos solidarités qui sont à conserver. Et ouais, et celui de ta mère, parce que j'ai envie de dire ta mère depuis le début d'émission, voilà, écoute, c'est comme ça. Voilà. Pas d'émission. En tout cas, on remercie encore Benjamin et Antoinette et Tutu d'avoir participé à cette émission. Ayla, Liévin, Maë et puis Thénam à la technique pour tout ça. Et puis on laisse place à l'émission suivante. Thénam, tu peux nous dire, c'est l'émission suivante qui arrive? Ouais.
Ou pas. Suspense. Ah voilà, on le saura pas. L'auditeur, lui, non, parce que c'est toujours cool d'annoncer l'émission qui arrive après. Ils doivent attendre pour le savoir. Non, c'est encore mince. Et puis j'ai pas regardé la. C'est quoi Tenam? Le Brussels Alternative Show. Ah, je suis contente de pas avoir eu à le dire en fait. Bon, allez, bonne soirée sur Radio Panique.